Chapitre 32. Le soleil pointait le bout de son nez lorsque je commençais mes préparatifs. Je n'avais pas dormi, mais mes traits tirés et mes cernes marquées allaient m'être bien utiles dans les heures à venir. D'abord mes cheveux, que je tirais violemment en arrière pour former la coiffure la plus stricte que je pouvais imaginer. Ni fond de teint, ni poudre, ni mascara. Le docteur Glenn se présenterait au naturel ce matin. Elle montrerait son vrai visage au monde. Étant donné le stress auquel j'étais soumise, je me disais que personne ne se poserait de questions sur ce nouveau style. Si j'avais l'air à 2 doigts de craquer, eh bien, j'avais quelques raisons, non? 3 bocaux, disposés dans un carton à chaussures, et soigneusement rangés dans cette planque dont précisément l'avant-veille, j'avais retiré ma propre collection de peaux humaines. Dans le courant de la journée d'hier, le tueur à la rose avait aimablement reconstitué mon butin. La chair des victimes, cachée dans mon appartement. Les atrocités d'un tueur dans mon placard. Avait-il imaginé que je dormirais là? La fille de Harideh, une fois de plus pelotonnée au-dessus de précieux trophées? Il m'avait encore fallu 15 minutes pour trouver les caméras, ces petits yeux électroniques. Un dans mon dressing, une dans ma chambre, une dans mon salon. Voilà comment l'assassin avait appris l'existence de la planque. Il ne s'était pas contenté de visiter mon appartement, il m'avait espionné. Et il avait dû venir plus souvent que je ne le croyais, pour installer un système de surveillance aussi sophistiqué. Comme la soirée était bien avancée, je n'avais même pas essayé de comprendre. J'avais simplement collé des languettes de ruban de masquage sur chacun des petits objectifs, pour les aveugler. Puis, je m'étais assise sur le canapé, armée de ma seule colère, et j'avais attendu que le tueur vienne rectifier la situation. Je n'avais pas appelé la police, pas mis Didi Warren ou Phil au courant. Oui, j'avais des pièces à conviction chez moi. Des objets dont ils auraient certainement eu besoin pour traquer le tueur, que ce soit la collection de peaux ou les caméras de surveillance. Mais cela n'avait plus d'importance. On ne jouait pas aux gendarmes et aux voleurs. C'était du sérieux, une affaire de famille. Je choisis ma tenue avec soin. Un pantalon marron basique, une chemise noire à manches longues, des mocassins marron foncé. La simplicité absolue. Ensuite, je remplis un sac d'un assortiment de vêtements décontractés. Puis je mis des billets de banque sur le côté avant d'ajouter du maquillage, des ciseaux et plusieurs bonnets. Pas de petit déjeuner. Je ne pouvais rien avaler. À 7 heures du matin, j'étais au téléphone avec McKinnon. Il fallait que je parle à ma sœur, séance tenante, à propos de notre père, si elle voulait bien par pitié donner son autorisation. Elle accepta que je vienne à partir de 9 heures, ce qui me laissait amplement le temps de me rendre au Walmart. Téléphone jetable, rasoir jetable, quelques autres objets de première nécessité. À la fin de mes courses, il me restait plus d'1 heure à tuer. Ne sachant que faire, je restais dans le parking, à sursauter au moindre bruit. L'assassin m'espionnait-il en ce moment même? M'avait-il suivi depuis mon appartement? J'essayais de faire attention aux véhicules autour de moi, mais je n'étais pas l'agent 007. Je n'étais qu'une psychiatre brisée par le stress et l'épuisement, qui venait de prendre un aller simple pour l'autodestruction. Truquer ma chaussure prit plus de temps que je ne l'aurais cru. Enfin, la pendule afficha 8h30 et je partis vers le pénitencier, les mains tremblantes sur le volant. Avant d'entrer, je m'obligeais à respirer lentement et régulièrement. Il n'y avait rien là que je n'avais déjà fait 1 million de fois. Signer le registre, ranger mon sac dans le casier, saluer les surveillants, Chris et Bob, en les appelant par leur prénom, franchir les contrôles de sécurité, faire comme de coutume sonner la machine à cause de mon bracelet médical. Maria avait maintenant tellement l'habitude qu'elle ne prit même pas la peine de passer la raquette de détection. Une rapide palpation et voilà tout. Aurait-elle pu me fouiller de manière plus approfondie? Aurait-elle dû le faire?
Mais j'étais un visage familier, bien connu de tous depuis 6 ans, que je venais tous les mois. Ils me faisaient confiance et ils me laissèrent passer. Maria me précéda dans le couloir, jusqu'au parloir privé, où Shana et moi nous rencontrions habituellement, plutôt que dans la salle d'interrogatoire qui avait eu les faveurs ces derniers jours. Je poussai un petit soupir de soulagement devant ce deuxième coup de chance. Ma sœur m'attendait, les mains attachées devant elle, conformément au règlement. Maria se posta dans le couloir, d'où elle pouvait nous observer à travers la vitre, mais pas nous entendre. Ces parloirs soi-disant privés étaient généralement dévolus aux prisonniers qui s'entretenaient avec leur avocat. De l'extérieur, on ne pouvait pas entendre ce qui se disait dans le local, ceci pour protéger les droits des détenus, mais les surveillants pouvaient tout de même garder un œil sur eux. Ce serait pour moi le premier défi à relever. Chaque chose en son temps. Pour l'instant, j'entrai dans la pièce. Je m'approchai de la chaise libre, m'assis. Ma sœur avait l'air d'avoir passé la même nuit que moi. Sans sommeil, pénible, agitée. Pour une fois, nous nous ressemblions presque comme 2 gouttes d'eau. Parfait. Elle m'observa d'un air désapprobateur. « Tu as changé de look ? Ce n'est pas une réussite. » Je ne répondis pas et consultai ma montre. 5 minutes, à peu de choses près. Sa perplexité s'accrut. « Quoi, je t'ennuie déjà ?»« Parle-moi de Denis. » Son visage se ferma, comme ça, devint parfaitement inexpressif. Les lèvres pincées, elle ne disait rien. Lui aussi, c'était un plan cul. Elle haussa le sourcil, surprise de cet écart de langage. Je le connaissais à peine, ce gosse. Aveu du bout des lèvres, mais aveu tout de même. C'était le messager. Charlize Garzi se servait de lui pour préciser l'heure et le lieu de vos rendez-vous. Elle se détourna. C'est pour ça que tu n'as jamais répondu aux lettres de Charlie? Parce qu'il est davantage qu'un journaliste, c'est ça? Plutôt un ancien amour. Elle ne dit toujours rien. Tu couchais avec lui, continuai-je avec énergie. Avec Samuel Hayes aussi. Pas de réponse. J'ai rencontré la dame qui t'avait accueilli, Madame Davis. Tu as brisé sa vie, tu sais? Les voisins les ont rendus responsables de la mort de Denis, elle et son mari. C'était une bonne famille d'accueil, Shana, jusqu'à ton arrivée. Enfin, une réaction. Un regard buté, que je ne connaissais que trop bien. Et la vie de Trevor aussi, ajoutai-je posément. Elle eut un léger sursaut, surprise d'entendre ce nom. Un petit garçon de 5 ans, continuai-je d'une voix implacable, en accord avec mon humeur. Il avait eu de la chance la première fois, en atterrissant dans une bonne famille. Tu te souviens de lui, n'est-ce pas? Tu lui consacrais du temps, tu lui lisais des histoires, tu lui faisais des dessins. Il t'aimait bien. Il était la seule personne de cette maison à croire en toi. La mâchoire de Shana se crispa. Et l'État l'a retirée de cette maison. Du jour au lendemain, Monsieur et Madame Davis, qui faisaient partie des meilleures familles d'accueil, sont devenus persona non grata aux yeux des services sociaux. Trevor a été transféré, sans doute dans un de ces foyers où on le battait tous les soirs, si ce n'est pire. Ce n'était pas mon imagination qui me jouait des tours. Elle avait blêmi. Tu te souviens de Trevor, n'est-ce pas, Shana? Tu t'étais projetée en lui. Il était l'enfant que tu te sentais obligée d'essayer de sauver pour te sauver par procuration. Comme ta codétenue, Christy. Et à une époque, moi-même. « Laisse tomber, Adeline », dit-elle d'une voix où perçait la supplication. « Mais tu ne te souviens pas de Denis, n'est-ce pas? De ce soir-là, de ce qui s'est passé avec lui. Tu ne te souviens de rien. Va-t'en !» Elle se leva d'un seul coup, repoussa sa chaise. En cas de doute, fonce dans le tas. Je ne sais même pas pourquoi tu es venue. Je croyais que c'était fini, nous deux, affaire classée. Tu ne m'aimes pas, et je suis incapable d'éprouver de l'amour. Sauve-toi, Adeline, fuis-moi. C'est toi qui es vraiment trop conne.
Recevoir ses propres mots en pleine figure l'arrêta dans son élan. « Mais qu'est-ce que... Assieds-toi. Il ne reste plus beaucoup de temps. J'ai une dernière question. Sais-tu qui est le tueur à la rose ?» Ma sœur me regarda. Ma gravité avait finalement réussi à percer sa carapace. Lentement, elle fit signe que non. « Mais il ou elle va venir te trouver, n'est-ce pas? Ou plutôt venir me trouver. Et quand ça arrivera, tu le tueras, comme ce surveillant, Frankie. » Ma sœur ne me quittait plus des yeux. « D'accord. Ensuite, je te donnerai ce que tu veux, Shanna. Ce que tu as toujours voulu. » « Comment sais-tu ce que c'est? Je suis ta sœur. Qui pourrait le savoir mieux que moi? » Shanna me regardait. Je la regardais en retour. J'avais dit la vérité à Didi. Quand on avait affaire à ma sœur, l'essentiel était de ne jamais se faire d'illusions. La relation dépendrait toujours des avantages qu'elle en retirerait. J'aurais aimé penser qu'elle m'aiderait par amour, mais il était nettement plus probable qu'elle tiendrait sa promesse pour obtenir la seule et unique chose que je pouvais lui donner, enfin, après tout ce temps. Lentement, elle hocha la tête. « Croix de bois, croix de fer ?» demanda-t-elle d'une voix enrouée, qui ne lui ressemblait pas du tout. « Si je mens, je vais en enfer, » répondis-je. Et je souris, parce que cette promesse de gosse, qui fleurait bon la complicité entre sœurs, les jours d'été et l'innocence enfantine, me brisait le cœur. « D'une seconde à l'autre, » lui expliquai-je posément. « Il va se produire un incident à l'extérieur. Ça détournera l'attention de Maria. Il faudra que tu me sautes dessus, que tu me jettes par terre et que tu m'assommes. Ensuite, tu coinceras une chaise sous la poignée et tu éteindras la lumière. » Ma sœur me regardait avec de grands yeux. « Ça ne les empêchera pas d'entrer, hein ?» continuai-je. « Le personnel est formé à ces situations. Ils feront sauter la vitre. C'est du verre blindé, mais on peut quand même démolir le cadre à coups de marteau. Combien de temps? Alerter la brigade d'intervention, s'équiper, se mettre en place. 5 à 7 minutes. Alors il faudra agir vite. Adeline. Mais elle n'eut pas le temps d'aller plus loin, parce que des cris retentirent dans le couloir, presque immédiatement suivis par les hurlements stridents d'une sirène. Maria tourna la tête vers le bout du couloir. Alors ma sœur bondit par-dessus la table et se jeta sur moi, épaule en avant. Une seconde, j'étais sur ma chaise. La suivante, je basculais en arrière avec elle. J'entendis un craquement lorsque je heurtai le mur. Me rendis compte que ma sœur me comprimait fortement la trachée de ses doigts entrecroisés. Mais naturellement, je ne ressentais aucune douleur. Encore des cris, beaucoup plus proches. Maria s'épaumonnait, mais avec le vacarme de l'alarme, on l'entendait à peine. Puis l'obscurité se fit dans la pièce. Shanna avait actionné l'interrupteur. Elle coinça une chaise sous la poignée de la porte, renversa la table à la verticale, devant la fenêtre, pour boucher la vue. 5 secondes, 10, ma sœur était encore plus rapide que je ne m'y attendais. À terre, derrière la table renversée, j'attrapai en toute hâte ma chaussure droite. « Vite !» soufflai-je, encore hors d'haleine après ma chute. « Tends tes poignets. »« Adeline !»« Mais tais-toi donc, écoute le numéro du casier. À la seconde où ils te laisseront partir, tu iras dans le hall d'entrée, vers ce casier. Je te donne la combinaison. Répète après moi. » Elle obéit, et j'arrivai enfin à extirper du bout des doigts la lame de rasoir qui dépassait à peine de ma chaussure, glissée entre la semelle et l'empeigne. Elle avait fait sonner les détecteurs de métaux à mon arrivée, mais Maria était partie du principe que l'alarme avait été déclenchée comme d'habitude par mon bracelet médical. Je regardais les poignets de Shanna, retenus par d'épais liens en plastique. Ma petite lame n'était pas vraiment l'instrument idéal, mais je n'avais pas mieux. Je commençais à scier les liens, blotti contre ma sœur, épaule contre épaule, ses mains sur mes genoux. Depuis toutes ces années, jamais nous n'avions été aussi proches. Si proches que j'entendais son souffle court, que je sentais l'odeur aigre de sa peau. Petite,
Nous étions-nous serrés l'une contre l'autre comme ça, pour nous rassurer après une colère de papa? Nous n'étions que deux gamines perdues, qui essayions de survivre. Je sentis une nouvelle odeur, prenante, cuivrée, du sang. Je n'avais pas mal, bien sûr, mais je comprenais ce que signifiait cette sensation d'humidité croissante entre mes doigts. Le fait que j'avais de plus en plus de mal à tenir la lame. Je m'étais coupée. Peut-être même que j'avais perdu un bout de doigt, que je m'étais sectionné une phalange entière. Je n'avais aucun moyen de le savoir. Je n'avais qu'à trancher les liens. Ensuite, ce serait à Shanna d'agir. « Arrête ça !» m'ordonna-t-elle à voix basse. « Ça ne marchera pas. Jamais je ne sortirai d'ici. Ça ne servira qu'à te faire coffrer. » « Mais je n'ai rien fait, » lui assurai-je. Je sentais que les liens commençaient à céder. C'est moi la victime ici. « Mais putain !» Écoute. Dans le casier, il y a mon sac à main avec mes clés de voiture. Une Acura blanche, 5e rangée sur le parking. Plus tard, il faudra que tu changes pour une autre, une qui ne sera pas recherchée par la police. Mais celle-là va te permettre de décoller. À l'intérieur, tu trouveras un sac avec plusieurs tenues de rechange, 1 millier de dollars en liquide, les clés de mon cabinet et un téléphone jetable. Ne m'appelle pas, je le ferai dès que possible. Encore du bruit dans le couloir. Une cavalcade, à laquelle se mêlaient les pulsations de la sirène. Je comptais sur la diversion créée à l'extérieur pour ralentir la mobilisation. Pendant que les surveillants se ruaient en masse dans une direction, combien d'entre eux comprendraient qu'une seconde menace réclamait tout autant leur attention? Les liens cédèrent. Je me relâchai, déjà exténué par cet effort. « Déshabille-toi » lui ordonnai-je. « Vite, vite, vite !» Je commençai à enlever mon pantalon, puis retirer ma chemise à manches longues, mon soutien-gorge et ma culotte aussi. Je ne laissai rien au hasard. Je lançai le tout à Shanna. Le tissu était probablement maculé de sang, à cause de mes doigts mutilés. Et je me félicitais d'avoir choisi des teintes sombres, sur lesquelles les taches se verraient à peine. Bientôt un peu de sang n'aurait plus guère d'importance. Shanna s'activait de son côté. Sous le coup du choc ou de la perplexité, elle cédait à mes injonctions et enfilait mon pantalon marron pendant que j'essayais pour la première fois une tenue orange prison. « Ne va ni chez moi, ni à mon cabinet, » lui dis-je. « Ce sont les premiers endroits où ils chercheront. Trouve-toi un coin où te planquer et ne bouge plus. Il y a un sac avec des vêtements propres, des outils et des ciseaux. Change-toi, coupe-toi les cheveux, teins-les, fais le nécessaire. Quand les choses se seront tassées, je t'emmènerai à la maison. » « Tout ça pour attraper un assassin » gronda Shanna. « Non. Pourquoi alors ?»« Parce que j'ai besoin de toi. » « Pourquoi ?» Je me figeai. Dans l'obscurité, je sentis l'odeur du sang, la nervosité de ma sœur, et un calme profond m'envahit. On y était. Le terminus de notre parcours. La destination vers laquelle nous avions toujours tendu. Ma sœur et moi, réunis, alors qu'une fois de plus, des hommes criaient et frappaient à la porte. « Tu es habillée ?» demandai-je. « Oui. » Je lui tendis mon bracelet médical, que j'avais fait glisser de mon poignet, pour qu'elle le passe au sien. Ensuite, mon nœud pour les cheveux. « Tire-les en arrière, aussi serrés que possible. » Pendant qu'assise par terre, elle attachait ses cheveux tant bien que mal, je mis la dernière main à son déguisement, en trouvant son visage avec mes doigts sanglants. Doucement, timidement, je dessinai des lignes humides sur son nez, ses joues. J'effaçais ma sœur. À sa place, je créais une nouvelle Adeline ensanglantée. Je me rendis compte que c'était la première fois que je la touchais vraiment, depuis 40 ans. Nous avions parlé, assises de part et d'autre d'une table. Mais les contours de son visage, la bosse sur l'arête de son nez, elle me paraissait à la fois étrangère et familière. Normale, en famille. Un premier craquement. La vitre commençait à se desceller. Plus beaucoup de temps. « Tu es Adeline », lui expliquai-je. « Tu es une femme instruite qui a réussi dans la vie.
mais qui vient de se faire violemment agresser par sa grande sœur, d'où le sang sur ton visage, ta démarche hésitante. Quand McKinnon te posera des questions, tu feras des réponses courtes, en modifiant ta voix autant que possible. Souviens-toi seulement que tout s'est passé en un éclair. Tu ne sais pas ce qui a déclenché cette crise chez ta sœur. Cette agression t'a prise au dépourvu. Non, tu n'es pas gravement blessé. Tout ce que tu veux, c'est rentrer chez toi pour te reposer. Mets-leur souvent le bracelet médical sous les yeux. C'est un détail qu'ils associent à moi, et sans qu'ils s'en aperçoivent, ça rendra ton déguisement beaucoup plus crédible. « Mais tu ne me ressembles pas !» se désespéra Shanna, dont le bout du nez touchait presque le mien. « Peut-être qu'avec ces vêtements, la coiffure, le visage en sang, il y a une chance que je me fasse passer pour toi, mais jamais ils ne te prendront pour moi. » Tu as raison. Dernière étape. Je levai le rasoir, posai le tranchant sur ma joue. Ta mauvaise habitude de te mutiler va devenir ta planche de salut. Indemne, je ne peux pas me faire passer pour toi. Mais quand mon visage aura été réduit en charpie, je commençai à faire glisser le rasoir. Aucune douleur, même pas une sensation de froid, puisque la lame avait déjà été réchauffée par mon sang. « Attends !» dit Shanna, en retenant ma main. Les surveillants criaient de plus belle, et la fenêtre cédait à leurs assauts sans relâche. La vitre commençait à se fendiller. « Laisse-moi faire. Tu n'as pas assez l'habitude. Tu vas couper trop profond, ça laissera une cicatrice. Ça ne serait pas bien. » Elle se tut, prit une grande inspiration et me retira le rasoir des doigts. Elle se pencha vers moi pour mieux voir dans l'obscurité. Je sentis ses yeux rivés aux miens. 1 seconde, 2, elle posa la lame sur ma joue. 3 secondes, 4. « Tu peux y aller, » murmurai-je. « Rappelle-toi que je ne sentirai rien. » Ma sœur traça le premier sillon. Je sentis son souffle sur mon visage. Un soupir, à la fois de mélancolie et d'extase. Je me demandais si elle avait eu cette même expression dans notre enfance, quand elle m'avait taillé le bras au ciseau dans la famille d'accueil. Et si elle tenait parole en cet instant, si elle s'efforçait de ne pas couper trop profond pour éviter de me défigurer à vie. « Ça va ?» me demanda-t-elle d'une voix rauque, après la première balafre. « Encore. Merde, Adeline. Encore. Il faut qu'ils y croient, Shanna. Pour toutes les deux, il le faut. » Nouvelle estafilade. Sur mon nez, le rasoir me faisait l'effet d'une mine de stylo, comme si quelqu'un dessinait sur mon visage. Puis, une sensation de pluie dégoulinante sur mes joues. « Le front, » lui ordonnai-je. « Les plaies au crâne pissent toujours le sang. » Les yeux de ma sœur brillaient. Des larmes qu'elle retenait, une émotion qu'elle aurait voulu cacher. Mais elle ne s'arrêta pas. Je lui offrais la liberté. Pourquoi aurait-elle arrêté? Ensuite, elle franchirait la porte sous l'identité du docteur Adeline Glenn. Elle réaliserait son fantasme le plus cher et vivrait ma vie. Ma voiture, mon appartement, mon cabinet, je lui aurais tout donné. Shanna Day, la plus célèbre meurtrière du Massachusetts, qui avait brisé la vie de Madame Davis, celle des Johnson, celle des Sgarzi, et qui avait persuadé 3 hommes de se jeter dans les bras de la mort. Et qui pourtant avait volé au secours de ses codétenus, et qui pleurait encore un petit garçon de 5 ans. Ma grande sœur, le monstre que je relâchais dans la nature. Tandis qu'elle continuait à faire glisser la lame sur ma joue, je posai mes doigts sur la sienne. « Je suis désolée, » murmurai-je, sans trop savoir pourquoi. C'était moi qui étais en train de donner, et elle de prendre. Mais d'aussi près, je pouvais lire dans ses yeux que ça lui coûtait aussi. La honte de me faire du mal, associée à une jubilation inavouable, puisqu'une partie d'elle-même se délectait de cet instant, l'inné contre l'acquis, comme chez moi. Ma sœur dessina une 5e balafre, et je sentis le goût du sang sur mes lèvres. Le dernier coin de l'encadrement de la vitre céda, et tout le panneau s'effondra dans un fracas de verre. Les hommes en gilets pare-balles noirs nous tombèrent dessus, certains en hurlant sur moi, sur Shanna,
pendant que d'autres écartaient brusquement Shanna, Adeline, et que j'entendais ma sœur crier, d'une voix suraiguë, pleine d'angoisse. « Aidez-la, je vous en supplie, aidez-la! Elle s'est procuré un rasoir, elle s'est peut-être ouvert la gorge, aidez-la, par pitié !» Un grand gaillard surgit au-dessus de moi, visière baissée, face cachée, et hurla. « Tes mains, connasse! Montre-moi tes mains !» Je me contentai de sourire, en imaginant le spectacle que je devais offrir, avec ce sang écarlate au bord de mes dents blanches. Du grand Shanna, c'était certain. Alors on me releva, et on m'emmena sans ménagement. Pendant que ma sœur, le docteur Glenn, sortait en vacillant dans le couloir, encore dans la prison, mais déjà en route vers la liberté. Chapitre 33. Lorsque Didi vit le nom de Phil s'afficher sur l'écran de son téléphone, elle se jeta dessus. Elle s'attendait à ce qu'il lui annonce qu'on avait enfin localisé Samuel Hayes. Mais non. Shanna D s'est évadée. Quoi? Un peu après 9 heures ce matin. Elle a agressé sa sœur avec une lame de rasoir. Et ensuite, elle a échangé leurs vêtements pour qu'Adeline porte sa combinaison de détenue pendant qu'elle-même se ferait passer pour Adeline. Ensuite, il ne lui restait plus qu'à prendre la poudre d'escampette. Quoi? Ouais, soupira Phil. C'est un assez bon résumé de la situation. Adeline est encore à l'infirmerie de la prison. On pense ses plaies. Je vais y aller pour voir la directrice. Je suis prête dans une demi-heure, s'empressa de répondre Didi. Elle entendit presque le sourire de son collègue à l'autre bout du fil. À tout à l'heure. Il raccrocha. Elle envoya balader le téléphone et se leva d'un bond du canapé. Alex, il faut que je prenne une douche et que je me change. Tu peux m'aider, s'il te plaît? S'il te plaît. McKinnon les accueillit dans le hall d'entrée du pénitencier. Au vu des derniers événements, Didi s'étonna de ne pas remarquer de grands changements. Abstraction faite, cela va de soi. Des sentinelles en gilet pare-balles postés devant l'établissement et de l'hélicoptère qui passait périodiquement au-dessus de leur tête. L'unité spéciale a été activée, les informa aussitôt la directrice. On a retrouvé la voiture d'Adeline salement amochée à plusieurs kilomètres d'ici sur l'autoroute, mais aucune trace de Shanna. Salement amochée? Shanna a percuté plusieurs voitures en sortant du parking et allez savoir ce qu'elle a pu faire sur la voie rapide. Souvenez-vous qu'elle est incarcérée depuis ses 14 ans. C'était sans doute la première fois qu'elle prenait le volant. Didi sia. Elle n'avait même pas songé à cela. En pratique, il cherchait une femme qui avait été en prison toute sa vie. Une femme qui n'avait jamais possédé de téléphone portable, ni conduit une voiture, bref, qui n'avait aucune expérience de la frénésie du monde moderne. Shanna aurait aussi bien pu être une femme préhistorique subitement libérée d'un bloc de glace. Elle sait se servir d'un ordinateur. Elle a suivi plusieurs stages de formation. Si elle se comportait bien, elle avait parfois une radio dans sa cellule. C'est aussi une grande lectrice, donc elle peut être au courant de beaucoup de choses, mais elle n'a jamais fait grand-chose en vrai. C'est maintenant que nous avons les meilleures chances de la coincer, marmonna Phil, avant qu'elle n'apprenne à vitesse grand V. La directrice les emmena à son bureau. « J'imagine que vous voudrez parler au docteur Glenn. » En effet. Elle hocha la tête. Adeline est à l'infirmerie. Ses plaies au visage sont pour la plupart superficielles, mais étant donné son insensibilité à la douleur, les médecins craignent l'infection. Ses mains, en particulier, sont très abîmées. Ils sont en train de la bourrer d'antibiotiques. « Ses mains ?» demanda Didi. Elle présente de très vilaines coupures et l'extrémité de son index gauche a été sectionnée. Blessure de défense, a priori. Elle devait essayer de repousser le rasoir. Didi détourna les yeux. Les blessures à l'arme blanche la révulsaient. Allez savoir pourquoi. Les plaies par balles, les chairs brûlées par des cordes, les intoxications aiguës, ça allait encore. Mais les coupures en tout genre lui glaçaient les sangs. « On reprend depuis le début ?» demanda Phil en sortant son dictaphone. Il posa l'appareil sur le bureau et la directrice se lança.
Adeline avait donné le coup d'envoi de la journée peu après 7 heures du matin, en demandant à venir voir sa sœur. « Au sujet du tueur à la rose ?» intervint Didi. « Pour affaires personnelles, m'a-t-elle dit. Une histoire en rapport avec leur père. » Didi et Phil hochèrent la tête. À son arrivée, une surveillante avait conduit Adeline au parloir privé qu'on utilisait habituellement pour ses entrevues avec Shanna. Mais au bout de 8 minutes de conversation, des troubles avaient éclaté à l'extérieur. Quel genre de troubles? La directrice poussa un profond soupir. Des pétards, dissimulés sous une voiture au fond du parking. Au début, bien sûr, on aurait dit des coups de feu. Un surveillant a donné l'alerte, mobilisé l'unité tactique. « Vous avez des caméras sur le parking ?» demanda aussitôt Phil. Elle filme les premières rangées. Malheureusement, la voiture en question était garée trop loin. D'après mon adjoint, les pétards étaient là depuis un moment. On les avait reliés à un long fil à combustion lente. À première vue, il a pensé qu'il s'agissait simplement d'une mauvaise plaisanterie, peut-être liée à la veillée d'hier soir. Mais vu ce qui s'est passé ensuite... C'est-à-dire? La surveillante, Maria Lopez, s'est retournée vers le parloir juste au moment où Shanna s'en prenait au Dr Glenn. Shanna a sauté par-dessus la table et s'est jetée sur Adeline, qui s'est retrouvée par terre. « Un instant, » l'arrêta Didi. « Shanna n'a pas les mains liées, normalement ?»« Si, et c'était le cas. Tout le monde a respecté le règlement. Tout le monde a fait son travail de son mieux. » McKinnon avait répondu avec une certaine brusquerie. « Le problème, c'est qu'il est de notre devoir de répéter toujours les mêmes gestes et de suivre les mêmes procédures. Alors qu'une détenue comme Shanna n'a rien de mieux à faire depuis des années que de chercher les failles du système. » Qu'a-t-elle fait? Elle a coincé une chaise sous la porte et éteint la lumière. Lopez a aussitôt alerté l'unité d'intervention, mais comme elle était déjà mobilisée sur le parking, il a fallu plusieurs minutes, 5, m'a-t-on dit, avant que l'équipe ne soit au complet devant le parloir. Et pendant ce temps-là, entre l'absence de lumière et la table qui bouchait le bas de la fenêtre, Lopez ne voyait pas grand-chose. Il lui a semblé que Shanna et Adeline s'empoignaient au sol. Elle les a juste entreaperçus qui roulaient par terre. Quand la brigade est arrivée, ils se sont attaqués à la fenêtre sécurite en descellant le cadre. Quand ils sont entrés dans la pièce, ils ont trouvé le Dr Glenn, croyait-il, penché sur Shanna. Les 2 femmes étaient couvertes de sang, mais les blessures du Dr Glenn semblaient superficielles, tandis que Shanna présentait des entailles profondes sur tout le visage. Le Dr Glenn, croyait-il, a affirmé que Shanna l'avait attaquée avec une lame de rasoir avant de la retourner contre elle. Étant donné les multiples tentatives de suicide de Shanna, cette version n'a d'abord éveillé aucun soupçon. On avait retrouvé une lame de rasoir sur les lieux. Comment Shanna l'avait-elle apportée? Intervint de nouveau Didi. La directrice lui lança un regard. Nous l'ignorons, commandant. Le surveillant Lopez affirme qu'elle a procédé à une fouille à nu complète avant de conduire Shanna au parloir. Mais comment Shanna s'était-elle procuré tous ces rasoirs, couteaux artisanaux et autres lames par le passé? Alors que, soit dit en passant, je suis fermement convaincue que mon personnel fait partie des meilleurs qui soient et qu'il remplit une mission difficile avec brio. Il n'y a que Shanna qui arrive à nous faire passer pour des imbéciles. La voix de la directrice se brisa avec amertume. Jusqu'alors, Didi ne s'était pas rendu compte à quel point elle était personnellement touchée par l'incident. Mais c'était son établissement, son équipe, son territoire. Et il fallait reconnaître que les dernières frasques de Shanna n'étaient pas très flatteuses pour elle. Donc, reprit Phil avec tact, vos surveillants font ce que la logique leur impose. Ils conduisent la femme blessée en tenue orange à l'infirmerie pour détenue dangereuse. Et pendant ce temps-là, Shanna, se faisant passer pour le Dr Glenn, je suis descendue en personne pour faire le point avec elle. Elle m'a affirmé qu'elle allait bien physiquement. Le sang sur son visage était celui de sa sœur, pas le sien. Elle était juste secouée et voulait rentrer chez elle au plus vite. Elle n'arrêtait pas de triturer son bracelet médical. Je voyais bien qu'elle était chamboulée. Mais ça ne m'a pas empêché de lui poser d'autres questions. Que s'était-il passé? Pourquoi cette crise? Elle m'a répondu qu'elle ne savait pas. Elle a prononcé le nom de Donnie Johnson. Phil et Didi échangèrent un regard. Et Shanna l'a attaquée. Tout s'était déroulé trop vite pour qu'elle puisse me dire quoi que ce soit.
Je lui ai proposé des soins médicaux, même une ambulance qui la conduirait à l'hôpital de son choix. Elle a refusé. En tant qu'amie, j'ai... La voix de la directrice se brisa, imperceptiblement. Elle se reprit, releva la tête. J'ai proposé de la raccompagner chez elle. Je lui ai aussi suggéré de contacter l'un ou l'autre d'entre vous, puisque vous avez tous l'air de travailler ensemble, pour demander de nouvelles mesures de protection, maintenant que sa sœur se promenait dans la nature. Bien sûr, elle a refusé. Didi ne put retenir sa question. Combien de temps avez-vous discuté avec elle? 15, 20 minutes? Et vous ne vous êtes jamais rendu compte qu'il ne s'agissait pas du Dr Glenn? Les yeux noirs de la directrice lancèrent un éclair. Non. Phil se racla la gorge, comme il le faisait généralement pour inviter Didi à rester en retrait. Elle se renfonça dans sa chaise, cherchant la position la plus confortable. « Quand avez-vous compris qu'il y avait eu échange ?» demanda-t-il. Il a fallu encore 3/4 d'heure, le temps qu'Adeline soit suffisamment remise pour parler. J'ai aussitôt activé la brigade d'intervention, averti toutes les forces de l'ordre, et nous en sommes là. Comment Shanna s'est-elle procuré les clés de voiture d'Adeline? Elle les a trouvées dans son sac à main, déposées dans un casier à l'entrée. D'après Adeline, Shanna l'a obligée à lui donner la combinaison sous peine de mort. Didi résuma. Bon, nous avons donc une meurtrière en cavale, sans doute à pied maintenant, puisque vous avez retrouvé la voiture. J'ajoute qu'elle n'a pas assez d'expérience de la conduite pour qu'il lui soit utile de voler un autre véhicule. Nous avons un signalement de sa tenue, puisqu'il s'agit en fait des vêtements d'Adeline, et en plus, ils sont tachés de sang. Voilà. J'aurais cru qu'il serait à la portée du premier imbécile venu de repérer une fugitive aussi voyante. D'où ma question. Pourquoi, au bout de 4 heures, personne ne l'a-t-il encore aperçue? Elle a un complice, conclut tranquillement Phil. C'est lui qui a allumé les pétards dans le parking. Elle a pris la voie rapide pour le rejoindre, pas trop loin, pour qu'elle n'ait pas trop à conduire, mais suffisamment pour que la brigade d'intervention ou les caméras ne puissent pas la voir changer de véhicule. « Mais qui ?» s'interrogea McKinnon. « Shanna n'a pas d'amis, ni de fans. »« Elle n'a peut-être pas d'amis, » dit Didi, « mais je crois bien qu'elle a un fan. » Phil lui lança un coup d'œil. Le tueur à la rose. Autrement dit, nous ne cherchons pas simplement une meurtrière en cavale et un assassin en série, mais une équipe de tueurs à la puissance 2. Un quart d'heure plus tard, Adeline était en train de se redresser dans son lit, quand Didi et Phil entrèrent dans l'infirmerie, sur les talons de la directrice. Son visage était à tel point recouvert de pansements qu'il était impossible de distinguer ses traits. Mais ce fut avec un regard plein de détermination qu'elle sortit ses jambes du lit. « Qu'est-ce que vous fabriquez ?» demanda brutalement la directrice. « Je m'en vais. Une petite minute. »« Ne m'obligez pas à crier, » dit Adeline en serrant les dents. « Ça ferait craquer mes points de suture. » La directrice pinça les lèvres et croisa les bras d'un air sévère. Didi ne savait pas comment elle faisait. Elle avait rarement rencontré quelqu'un qui en imposait autant que cette superbe femme. Elle passa devant la directrice, solidement campée sur ses jambes. Et Phil la contourna par l'autre côté. En les voyant, Adeline poussa un gros soupir. « Je voudrais juste rentrer chez moi. »« Vous croyez que c'est prudent ?» demanda Didi. « Votre sœur a les clés de votre appartement. »« Si elle avait voulu me tuer, elle aurait pu le faire. » La psychiatre tâta ses pansements. Pas difficile, vous savez, d'égorger quelqu'un plutôt que de lui balafrer le visage. Alors pourquoi ne l'a-t-elle pas fait? Il faudra lui poser la question. Vous croyez toujours qu'elle vous protège? J'ai des dizaines de points de suture. J'ai perdu un bout de doigt. Protectrice n'est pas le mot que j'emploierais pour la décrire, là, tout de suite. Didi hocha la tête. Comme Phil et elle encadraient Adeline, il l'empêchait de fait de s'enfuir. Elle poussa un nouveau soupir. « Que voulez-vous? Pourquoi êtes-vous venu voir votre sœur ce matin? Je voulais lui poser des questions sur nos parents. Et sur Donnie Johnson.
Adeline fusilla Didi du regard. En tout cas, elle essaya. Elle avait les yeux un peu vitreux, le contre-coup du choc, de la peur ou des antidouleurs, songea Didi, avant de se rappeler qu'Adeline n'avait pas besoin d'antidouleurs. Elle se demanda si le médecin avait été saisi d'effroi en recousant le visage d'une patiente parfaitement consciente et lucide qui le regardait sans ciller. Adeline se passa la langue sur les lèvres. « J'avais une théorie sur Denis Johnson. Je voulais la tester. »« Quelle théorie ?» demanda Phil. « Je crois que Shanna a traversé une crise psychotique. Vous nous en avez parlé hier. »« Oui, mais plus j'y pense, plus j'en suis persuadée. Vous savez comment est mort notre père? À quoi ont ressemblé ces derniers instants? »« Il s'est suicidé ?» répondit Didi. « Pas exactement. D'après Shanna, c'est notre mère qui a fait le geste. Harry est entré dans la baignoire, il lui a tendu le rasoir, et elle a fait le nécessaire, sous les yeux de Shanna. Vous imaginez le traumatisme pour une petite fille de 4 ans, littéralement un tournant dans son développement. Tout ce qui pourrait se rapprocher de cette scène, toute répétition de ce scénario, lui ferait l'effet d'un coup de massue. « Un instant, » dit Didi en levant la main. « Vous êtes en train de nous dire que d'après vous, c'est ce que Shanna a vu ce soir-là? Une fille qui attaquait Donnie, comme votre mère avec votre père des années plus tôt? En tout cas, je pense qu'une scène de ce genre aurait eu un impact suffisant pour déclencher une crise psychotique. »« Une tueuse, » murmura Didi, devenue 30 ans plus tard tueuse en série. « Et quelle a été la réponse ?» demanda Phil. « Qu'a dit votre sœur ?»« Je n'ai jamais eu de réponse. J'ai prononcé le nom de Donnie et ça a été le cataclysme. Les sirènes hurlaient, des hommes criaient, et Shanna m'a sauté à la gorge, comme ça. » Adeline cligna des yeux, comme encore sous le coup de la surprise. « Elle vous a méchamment arrangé, » dit Didi. Elle n'avait pas le choix. Sans cela, personne n'aurait pu me confondre avec elle. Vous la défendez encore? Je suis vivante. Vu son tempérament, ça prouve qu'elle s'est retenue. Didi secoua la tête. « Où pensez-vous qu'elle pourrait aller ?» demanda Phil. « Je ne sais pas. Elle n'a pas vécu dehors depuis près de 30 ans. Franchement, je dirais qu'elle est vulnérable. La logique aurait voulu qu'elle cherche à me rejoindre, mais étant donné qu'elle m'a tailladé le visage pour gagner sa liberté, je suis sûre qu'elle sait qu'il y a peu de chances que je l'aide. Nous pensons qu'elle a un complice, » la provoqua Didi. « Elle n'a pas d'amis. Mais elle a un admirateur, le tueur à la rose. » Pour la première fois, Adeline hésita. « Non, » dit-elle dans un souffle. Mais sa réponse manquait de conviction. « Shanna est le tueur à la rose, » dit Didi. « Le tueur à la rose est Shanna. Où donc ces deux assassins fous alliés ont-ils pu aller pour s'amuser? » Mais aussitôt, elle n'eut plus besoin de poser la question à Adeline. Son intuition lui disait qu'il retournerait à la source, là où tout avait commencé, 30 ans plus tôt. Elle se tourna aussitôt vers Phil. « Chez Madame Davis », s'exclama-t-elle, « dans leur ancien quartier. » Chapitre 34. McKinnon insista pour me conduire à une agence de location de voitures. La police avait déjà saisi la mienne, m'expliqua-t-elle. Dans la mesure où elle allait être traitée comme une scène de crime, il n'y avait aucun moyen de savoir quand je pourrais la récupérer. Ou si je pourrais la récupérer. Un silence gêné régnait dans la voiture. De mon côté, je pensais à tout ce qu'il me fallait cacher. Et McKinnon, le visage grave, ne laissait rien paraître. Comme si elle-même possédait des secrets qu'elle n'osait pas avouer. Je me rendis compte qu'au fil des années où nous avions collaboré pour tenir ma sœur sous contrôle, la directrice et moi étions devenus davantage que des collègues, des amis. Je me demandais si les surveillants, Maria Lopez, ou Chris, ou Bob, en pensaient autant. Je me demandais quel effet ça leur ferait, le cas échéant,
de découvrir que c'était moi qui avais fait évader ma sœur, que c'était moi qui avais trahi leur confiance. Il me sembla que je devais dire quelque chose, faire un geste dans sa direction, des excuses à demi-mot, qu'elle ne comprendrait peut-être pas sur le moment, mais qui la réconforterait plus tard. Mais alors elle se tourna vers moi, et ses yeux noirs jetaient de tels éclairs que je ne pus m'empêcher d'avoir un mouvement de recul. « Si vous étiez intelligente, vous feriez changer vos serrures, Adeline, » dit-elle, moins sur le ton du conseil que de la provocation. « Vous êtes intelligente ?» Je ne répondis pas. « Et si vous étiez encore plus intelligente, vous partiriez en vacances, aux Bermudes par exemple, loin, très loin d'ici. »« Si ma sœur me voulait du mal, je serais déjà morte, » fis-je une nouvelle fois remarquer sans me démonter. Elle me lança encore un regard acéré. « Vous partez du principe que votre sœur est le seul danger qui vous menace. »« Que voulez-vous dire ?» répondis-je vivement. Mais elle se détourna, fixa la route, et nous ne dîmes plus rien. Dans l'agence de location, le réceptionniste jeta un regard à mon visage couvert de pansements, à la manique de cuisine qui me tenait lieu de main gauche et eut aussitôt un mouvement de recul. Mais McKinnon ne s'en laissa pas compter. Elle entreprit d'asséner des instructions, et en moins de 20 minutes, je disposais d'une berline bleu marine. « Je vous suis jusque chez vous », annonça-t-elle avec autorité. « Je vous aiderai à vous installer. »« Non merci, ça ira. J'ai juste besoin de repos. »« Est-ce que vous arriverez même à ouvrir votre porte avec ce truc? À tenir la clé, à la tourner dans la serrure ?» Elle désignait ma main gauche, inutilisable. Sans parler de conduire, de passer une tenue confortable, de vous préparer un repas. « Ça ira. Adeline. »« Kimberly. » Elle se rebiffa en m'entendant l'appeler par son prénom, ce qui m'arrivait rarement. Elle essaya encore le coup du regard sévère. Puis, voyant que ça ne marchait pas, « Ne le prenez pas mal, Adeline, mais quand il s'agit de Shanna, vous pouvez être la dernière des imbéciles. » Je tâtai les pansements de mon visage. Et ce serait ma punition? Je n'ai pas dit cela. En l'occurrence, c'est clairement Shanna qui est en tort, mais vous êtes sa sœur, et vous tenez mordicus à trouver ce qu'il pourrait y avoir de bon en elle, quand bien même il n'y aurait rien. Je le note. Souvenez-vous qu'elle est sous ma responsabilité depuis près de 10 ans. Vous n'êtes pas la seule à la connaître, à pouvoir prédire ses moindres faits et gestes. Je vous raccompagne à votre appartement. Contre nous deux, elle n'aura aucune chance. Elle m'offrait son aide, de bonne grâce. Mais ses yeux étaient de nouveau anormalement brillants, et cela me mettait mal à l'aise. Avais-je affaire à une directrice de prison atteinte dans son amour-propre et soucieuse de remettre les pendules à l'heure, de châtier la seule et unique détenue qui avait triomphé d'elle? Ou bien avait-elle une autre motivation que je n'avais pas encore réussi à cerner? Je vais faire changer mes serrures, sans faute, c'est promis. McKinnon se renfrogna, m'observa sans bienveillance. Et des idées très désagréables me passèrent par la tête. Didi était de plus en plus convaincue que le tueur à la rose était peut-être une femme, et que ma sœur ne pouvait pas avoir été en contact avec un complice à l'extérieur. Tandis qu'avec un complice à l'intérieur de la prison, disons une codétenue, un surveillant, ou même la directrice. Je dois y aller. Il faut que je me repose. McKinnon hésitait, toujours impénétrable. Vous êtes sûre? Certaine. Et ces vacances? J'y songerai. Vous me tenez au courant? Bien sûr, mentis-je. N'hésitez pas à m'appeler en cas de besoin, Adeline. Je me rends bien compte que notre relation a toujours tourné autour de Shanna, mais après toutes ces années, si vous avez besoin de quoi que ce soit, conclut-elle avec raideur, ce serait un honneur de pouvoir vous aider. Si ça peut vous consoler, répondis-je en me dirigeant vers la voiture de location. Je doute que Shanna prenne grand plaisir à sa liberté en ce moment. Après 30 ans d'incarcération, j'imagine qu'elle se sent plutôt dépassée, voire carrément angoissée. La directrice poussa un petit grognement et me laissa m'éloigner, ce qui nous donna de l'air à toutes les deux. Oui, c'est une idée assez réconfortante, mais ce sera encore mieux quand une brigade d'intervention lui aura mis le grappin dessus. À mon tour de sourire, mais le frottement des bandages rugueux sur ma peau faisait un drôle d'effet,
Kimberly, la rappelai-je, la main sur la poignée de la portière. Oui? Je suis désolée. Pour ce matin, pour tout ce que ma sœur vous a fait subir, pour tout. Ce n'est pas à vous de vous excuser. Je souris de nouveau et me fis la réflexion que, insensible à la douleur que j'étais, cette sensation dans ma poitrine ressemblait pourtant étrangement à une cuisante et sourde brûlure. De retour au pied de mon immeuble, je garai la voiture de location au sous-sol. Auparavant, j'avais fait 3 fois le tour du quartier et compté 4 voitures de patrouille. 3 de la police municipale, 1 de la police d'État. Mon appartement resterait sous surveillance jusqu'à nouvel ordre, supposai-je. Il était donc impératif de prendre des dispositions pour la suite des opérations. Je rentrai chez moi avec prudence, sans bien savoir ce que je redoutais le plus d'y découvrir. Les enquêteurs, des techniciens de scène de crime, ou le tueur à la rose lui-même. Je ne trouvais que des pièces désertes. Jusqu'à présent, la police me considérait comme une victime. Des agents surveillaient mon immeuble au cas où ma sœur s'en serait approchée. Mais ils n'avaient pas encore de raison d'envahir mon intimité, étant donné que Shanna avait été vue pour la dernière fois à plus de 30 kilomètres de là, et qu'on la croyait à pied. Shanna ne savait pas conduire. J'avais oublié ce détail. Si bien que je me demandais sur quels autres détails je m'étais plantée. Je me livrai à une rapide exploration de mon appartement. Les caméras étaient toujours là, les objectifs recouverts de rubans adhésifs. Le tueur à la rose n'avait pas encore eu l'occasion de venir récupérer ses jouets. Trop occupé à espionner la prochaine victime, à moins qu'il ne savoure cette brève accalmie avant de revenir bouleverser ma vie. Je n'avais plus peur. J'avais surtout envie qu'il se dépêche d'en finir. Dans la salle de bain, je décollai avec précaution les pansements de mon visage. Autant ne pas remettre au lendemain ce qu'on peut faire le jour même. Je pris une grande inspiration, relevai la tête et ouvris de grands yeux. Les pansements blancs n'étaient certes pas très discrets, mais le patchwork sanglant qu'était devenu mon visage était carrément une vision d'épouvante. 6, 7, 8 balafres écarlates. Sur mon front, à la verticale, au-dessus et en dessous de mon œil droit. Sur mon nez, sur mes 2 joues, une entaille irrégulière sur le menton. On aurait dit la créature du docteur Frankenstein. Pas une vraie femme, une macabre imitation cousue à partir de morceaux de peau pris au hasard. Et cependant, je tâtai une plaie rouge luisante, puis une autre. Seules 3 d'entre elles avaient nécessité des points de suture, et encore, uniquement par endroits. La plupart, comme Shanna l'avait promis, étaient superficielles. Les médecins les avaient nettoyées avant de les recouvrir de colle cutanée pour stimuler la cicatrisation. Non, c'était de loin ma main gauche qui avait le plus souffert. Et c'était moi qui m'étais infligé ces blessures, très probablement en sciant les liens de Shanna. Ma sœur avait tenu parole. Ça voulait dire quelque chose, non? L'honneur des brigands, tout ça. Plus moyen de revenir en arrière, informais-je la femme dans le miroir. Plus moyen. J'aurais aimé prendre une douche, mais je n'étais pas censée me mouiller la main ni le visage. Je me contentais d'une toilette de chat, ce que je pouvais faire de mieux avec ma seule main droite. Puis, j'enfilai tant bien que mal un jean ample, un pull uni à torsade. Revigorée, je me dirigeai vers mon dressing. J'y avais un coffre, tout au fond, où je conservais mes plus beaux bijoux. Je l'ouvris et en sortis un téléphone. Un appareil prépayé, le jumeau de celui que j'avais laissé à ma sœur dans mon sac à main et dont j'avais appris le numéro par cœur au petit matin. Je le composai. Le téléphone sonna. 2 fois, 3 fois, 4, 5, 6 fois. Au moment où je commençais à paniquer, ma sœur décrocha. « Tu es où ?» demandai-je. « Faneuil Hall. »« Faneuil Hall ? Comment tu es arrivée là ?»« Je ne sais pas conduire, » répondit-elle d'une voix monocorde. « Alors comment ?»« Un type s'est arrêté. Il a vu la voiture en panne. Il a proposé de m'emmener. Je m'étais nettoyé le visage, » ajouta-t-elle, comme si ça expliquait tout. Je n'ai pas pu m'empêcher. Et cet homme, est-ce qu'il... Je ne l'ai pas tué.
Pour la première fois, j'entendis de l'exaspération dans sa voix. Je ne savais pas où aller. J'ai dit Boston. Il m'a déposé ici. Il y a plein de monde. Je me fonds dans la foule. Des policiers? Pas trop. Probablement parce qu'ils portaient leurs efforts ailleurs. Je serai là dans un quart d'heure, dis-je à ma sœur. Je te retrouve au Starbucks. C'est le café au bout du coin des restaurants. Je sais ce que c'est qu'un Starbucks, dit-elle, de nouveau exaspérée. Désolée, je ne savais pas que tu t'y connaissais en gastronomie extracarcérale. Je t'emmerde, dit-elle, mais sans irritation. Je ne pus m'empêcher de sourire. L'espace d'un instant, on aurait presque dit deux sœurs. Je raccrochai, pris les plus grosses lunettes de soleil que je pus trouver pour dissimuler mon visage martyrisé et descendis, attraper un taxi. La première fois, je passai à côté de Shanna, sans la reconnaître. Un type mince, la quarantaine, en jean et chemise à carreaux, tranquillement assis à une table. Aucune raison d'y regarder à deux fois. Ce ne fut qu'après avoir examiné toute la salle noire de clients que je compris mon erreur. Pourquoi cette personne se détachait de toutes les autres? Quand je retournai à la table, Shanna me souriait. « Je me suis bien démerdée », dit-elle avec une pointe de fierté. Et c'était vrai qu'elle s'était bien démerdée. Très bien même. Disparues, les longues mèches ternes, elle s'était ratiboisé les cheveux à la tondeuse. Et cette coupe de garçon modifiait sa physionomie, lui donnait l'air plus jeune et plus masculine. Surtout avec sa carrure relativement large, sa poitrine plate et ses hanches inexistantes. J'avais mis un jogging dans le sac, mais elle avait dû utiliser une partie de l'argent pour s'acheter des vêtements neufs, parce qu'elle portait un jean artificiellement vieilli et une belle chemise à carreaux. On aurait dit une pub pour Gap ou Old Navy. Les tons naturels du tissu écossais convenaient mieux à sa carnation que l'orange vif, mais elle avait aussi eu recours au maquillage. Du fond de teint, j'aurais dit. Peut-être un peu de poudre. Suffisamment pour lui unir le teint, la rajeunir de plusieurs années. J'avais l'impression de participer à une émission de relooking pervers. Comment faire 20 ans de moins et ne plus avoir l'air de sortir de prison? Elle avait une casquette de baseball posée devant elle, avec un gobelet de café. Le sac de voyage que j'avais laissé pour elle dans la voiture tenait compagnie à ses pieds. Je m'assis en face d'elle. Je me sentais ringarde dans mes vêtements enfilés à la va-vite et pas très discrète avec ma main et mon visage blessé. Nous n'allions pas pouvoir nous attarder ici. Nous n'allions pouvoir nous attarder nulle part sans attirer l'attention. Ma sœur prit une gorgée de café. Les doigts de sa main gauche pianotaient en rythme sur la table, signe qu'elle n'était pas aussi détendue qu'elle voulait le paraître. « C'est comment ?» demandai-je en montrant son café. Elle grimaça. « On dirait de la pisse de chat. Et c'est l'enfer pour commander. Je me suis fait engueuler par un gamin dans la queue. Starbucks est un phénomène culturel. Tu t'habitueras. » Elle grimaça de nouveau, reposa le gobelet, prit la casquette, la tordit entre ses mains. « Et maintenant ?» demanda-t-elle. « Est-ce qu'il y a une chose en particulier que tu aurais envie de faire, dont tu rêves depuis des années ?» Elle me regarda d'un drôle d'air. « Adeline, j'ai pris perpète. Les condamnés à perpète ne rêvent pas. Ils n'ont pas d'avenir. Mais c'est comme dans ton souvenir, le monde extérieur ? Plus ou moins. Plus bruyant, plus démentiel. Comme si les souvenirs étaient décolorés et que ça, c'était la réalité. On se sent dépassé. » Elle haussa de nouveau les épaules. Elle se voulait nonchalante, mais continuait à triturer sa casquette. Après 30 ans à l'isolement, se retrouver en pleine journée dans le centre-ville de Boston, la plupart des gens n'auraient pas tenu le choc. « Tu pourrais t'en aller, » dis-je posément. « M'abandonner, partir. » Ma sœur ne mordit pas à l'hameçon. Au contraire, elle me regarda droit dans les yeux. « Pour aller où? Avec qui? Faire quoi? Je ne sais pas conduire. Je n'ai jamais eu d'emploi. Je ne sais pas comment trouver un appartement ou une maison. Je ne sais même pas me préparer un repas. L'État m'a prise en charge pratiquement toute ma vie. Je crois que je suis un peu trop vieille pour changer ça. »« Je suis désolée, » dis-je. Ma phrase du jour.
Pourquoi? Tout ça n'a rien à voir avec toi. Le passé est le passé. Ce n'est pas toi la psy. Parce que tu m'as l'air un peu bouché des fois. Tu vas m'aider? Maintenant qu'elle était dehors, je n'en étais plus aussi certaine. J'ai consulté mon emploi du temps surchargé. Il semblerait que je puisse caser un affrontement avec un tueur en série aujourd'hui, mais pas plus. S'il y en a d'autres, il faudra négocier un paiement échelonné. Et peut-être que je suis employable finalement. Tu ne sais vraiment pas qui est le tueur à la rose? Non. Tu n'as été en contact avec personne? Elle me lança un regard appuyé. Le tueur est venu chez moi hier soir, murmurai-je, pour m'apporter un cadeau. 3 bocaux, pleins de peau humaine. Ma sœur ne moufta même pas. Pourquoi a-t-il pensé que ça te plairait? Je ne répondis pas. J'aurais pu, mais non. Tu as peur, Adeline? Pas toi? Jamais. Je ne comprends même pas cette émotion. Tu ne ressens pas la douleur. On croirait que tu ne connaîtrais pas non plus la peur. Je fais des cauchemars parfois. Je suis dans un endroit très sombre. Je ne vois qu'une bande de lumière jaune. Et je suis terrifiée. À chaque fois, je me réveille en hurlant. Pendant des années, mon père adoptif s'est demandé comment il était possible qu'une gamine qui n'avait pas mal puisse quand même avoir peur. Tu rêves du placard? Je crois, oui. Dans ce cas, tu as de bonnes raisons d'avoir peur. Adeline, je n'ai pas envie de revenir sur le passé. C'est toi qui nous as embarqués dans cette histoire. J'espère vraiment que ce n'était pas pour le plaisir d'évoquer le bon vieux temps. J'ai besoin que tu tiennes ta promesse. J'ai besoin que tu me protèges. Elle regarda mon visage balafré. Et même moi, je compris l'ironie de la situation. Mais elle opta pour un joyeux « Je suis là, non ?» Et ensuite? Ensuite, tu me donneras la seule chose que j'ai toujours désirée, dit-elle d'un air songeur. Et pour une fois, j'entendis de la nostalgie dans sa voix. C'était par ce bout-là qu'il fallait la prendre. Même si on avait envie d'amour et de loyauté, il était beaucoup plus efficace de jouer sur son narcissisme foncier, de lui garantir qu'elle y gagnerait quelque chose. Ma sœur, qui après 30 ans en milieu fermé, n'entrerait jamais dans le monde réel. « Je vais t'emmener chez moi », lui dis-je. « Ce n'est pas dangereux ?»« Pas plus qu'ailleurs. Mais la police doit surveiller. C'est pour ça que j'ai un plan. Tu me fais confiance, Shanna ?» Elle sourit. « Tu me fais confiance, petite sœur ?» J'ai des cicatrices qui le prouvent. Y a pas à dire. Elle se leva, jeta son gobelet dans la poubelle la plus proche et ramassa le sac. « Passe devant, c'est ton show. » Je l'emmenai chez Brooks Brothers. Sa première tentative de travestissement m'avait donné une idée. Si je rentrais chez moi avec une femme, la police risquait de se méfier. Mais pas si je rentrais avec un monsieur en costume-cravate. Peut-être un collègue de la psychiatre de renom que j'étais. Un petit ami, voire mon propre thérapeute. Les possibilités étaient innombrables. Mais ma sœur en cavale n'y figurait pas. Dans la boutique, Shanna semblait dans ses petits souliers. Et en même temps, elle ne pouvait pas s'empêcher de tout toucher. Les chemises, les cravates, les costumes, jusqu'à la peinture à effet sur le mur. Elle avait l'air ébahie, comme un pecknotre juste débarqué de sa campagne. Je choisis un costume gris souris classique. Le vendeur, qui ne nous quittait pas d'une semelle, surveillait avec anxiété les doigts baladeurs de Shanna. Puis il regarda avec une inquiétude croissante mon visage ravagé et ma main enveloppée de bandages. Pour finir, j'attrapai ma sœur et la poussai avec les vêtements dans la cabine d'essayage. « Putain, la vache !» s'exclama-t-elle 30 secondes plus tard. « Ce n'est pas la bonne taille ?»« Pas la bonne taille? Tu as vu les prix ?»« Voyons, mon chéri, » dis-je en appuyant sur ces 2 mots à l'intention du vendeur qui rôdait dans les parages. « C'est le prix de la qualité, mais tu le vaux bien? Allez, essaye. » Shanna ressortit une dizaine de minutes plus tard. Elle avait du mal à fermer les boutons, du mal à nouer sa cravate. Elle avait plus l'air en guerre avec ses vêtements qu'à l'aise dedans. Mais je finis de la boutonner, défroisser le tout et la tourner vers le miroir. Et nous ouvrîmes toutes les 2 de grands yeux. Est-ce que c'était les cheveux?
les traits de son visage, parce que Dieu sait que notre père ne s'était jamais promené en costume Brooks Brothers, et pourtant, l'espace d'une seconde, même si c'était Shanna qui se tenait sur la moquette, c'était Harideh qui nous regardait dans le miroir. Je ne pus réprimer un frisson. Shanna s'en aperçut. Elle pinça les lèvres, ne dit pas un mot. « On le prend », indiquai-je au vendeur. « Retirez les étiquettes, il part avec. » J'ajoutai un long manteau noir à notre butin. Puis, je tendis ma carte de crédit au vendeur, qui évitait toujours soigneusement de regarder mon visage. Cette carte de crédit était ma carte de secours, celle que je conservais dans mon coffre, et pas dans mon portefeuille, en cas de vol. La police surveillait certainement l'activité de mes autres cartes, puisque Shanna s'était évadée avec mon sac à main. Mais celle-là ne devait pas poser problème. Et même si la police s'apercevait de l'achat, une femme d'un certain niveau social qui faisait des emplettes chez Brooks Brothers, ce n'était pas trop suspect, si? Après la boutique de vêtements, j'emmenai ma sœur à quelques rues de là, dans un salon de coiffure sans rendez-vous. Un gamin, l'air blasé, rafraîchit sa coupe à la 642, puis, à ma demande, ajouta un balayage blond. Il y avait une télé dans un coin de la pièce. Les journaux du soir couvraient l'évasion qui avait eu lieu le matin même, et ne se privaient pas de montrer le visage de ma sœur, la mine bougonne sur sa photo d'identité judiciaire. Je regardais le coiffeur. Il n'avait pas l'air de faire attention aux informations, ni à la photo. En tout cas, il ne semblait pas faire le rapprochement entre cette femme hâve en tenue orange et l'élégant gentleman installé dans son fauteuil. Je fus tout de même contente de nous faire ressortir toutes les deux en vitesse. Vers le drugstore, sur le trottoir d'en face, pour un dernier achat. Des lunettes de lecture à monture noire épaisse. Quand je les perchai sur le bout de son nez, Shanna le plissa, comme si elle allait éternuer. Mais le résultat en valait la peine. Shanna D avait complètement disparu, remplacé par un brillant homme d'affaires. « Il ressemblait à ça, ton père ?» me demanda Shanna. « Tu sais, ton autre père. »« Non. » « Comment ça se fait ?»« C'était un professeur. Il préférait le tweed. » Ma sœur me regarda comme si je lui parlais dans une langue étrangère. Pour elle, c'était certainement le cas. « Roger !» lui annonçai-je gaiement en redressant ses lunettes. « On va t'appeler Roger. Tu seras médecin. En fait, tu es mon thérapeute. Après ce qui s'est passé ce matin, personne n'ira me reprocher d'avoir besoin d'un psy. » Ma sœur toucha une de mes cicatrices. « Je suis un spécialiste de la douleur, » dit-elle avec un humour à froid. Puis elle fit volte-face, mal à l'aise sous le poids de tous ses nouveaux vêtements. Elle serrait et desserrait les poings. Nous repartîmes dans la rue, et je continuai à regarder derrière moi, tandis que ma sœur affichait toujours une expression impossible à déchiffrer. Chapitre 35. L'ancienne mère d'accueil de Shanna, Madame Davis, se rebellait. « Elle s'est évadée, et alors? Qu'est-ce qu'elle peut me faire? Me rendre insomniaque? Détruire ma réputation? Me faire regretter d'être en vie? Tout ça, elle l'a déjà fait, et pire encore. » « Est-ce qu'on pourrait entrer ?» insista Phil. « Jetez un coup d'œil. » La vieille femme finit par accéder à leur demande, et sa robe de chambre battit ses chevilles lorsqu'elle remonta le couloir étroit d'un pas énergique. Elle se déplaçait avec plus de vigueur que la veille, nota Didi, l'effet de la colère. Didi explora la maison de Madame Davis, pendant que Phil faisait un rapide tour des extérieurs. Non pas qu'il y ait eu beaucoup d'espace dehors, étant donné la densité urbaine à Boston. Et à l'intérieur, Didi pouvait en dire autant, compte tenu de la quantité d'objets que Madame Davis avait entassés. Didi se disait à part elle qu'il y avait à peine la place pour Madame Davis, alors pour une prisonnière en cavale. Ils rejoignirent Madame Davis au fond de la maison et la trouvèrent assise dans le canapé, en train de caresser un chat tigré noir et gris. « Avez-vous une idée de l'endroit où Shanna aurait pu aller ?» demanda Phil.
Pensez-vous, ça fait 30 ans. Combien de gens sont passés dans le quartier depuis? Même la ville n'est plus la même, avec le tunnel autoroutier qu'ils ont creusé et tout. Didi et Phil se regardèrent. Elle n'avait pas tort. Madame Davis, reprit Didi, hier, vous nous avez parlé d'une petite fille, Anna Rose Simmons, qui avait été reprise par les services sociaux après les événements. Oh! L'expression de Madame Davis s'adoucit immédiatement. Elle était tellement belle. Une jolie petite chose, si timide. Elle ne disait pas 3 mots, mais mignonne, très mignonne. Didi y avait pensé toute la nuit. Elle voyait bien Samuel Hayes dans le rôle du tueur. Et le fait qu'il mettait des objets en vente sur un site spécialisé dans les souvenirs macabres appelait à coup sûr de plus amples investigations. Mais si le tueur était une femme, pourquoi pas une petite fille qui, par la faute de Shanna, avait dû quitter une famille aimante pour retourner auprès d'une mère toxicomane? Ça aurait sacrément foutu les boules à Didi, un truc pareil. Vous avez eu de ces nouvelles? Oh non, je n'ai jamais essayé, je vous l'ai dit. Et de son côté, elle n'a pas cherché à entrer en contact avec vous, une fois majeure? Madame Davis la regarda avec bienveillance. Ça ne marche pas comme ça, ma belle. On pourrait le croire. Mais j'en ai vu défiler des enfants. La plupart ne font que passer, et une fois qu'ils sont partis, c'est fini. C'est la vie qu'ils mènent qui veut ça. Ils ne s'accrochent pas. Ils ne vivent que dans le présent parce que les épreuves leur ont appris que c'était tout ce qu'ils avaient. Didi fit grise mine. Et Anna Rose? Je ne sais pas ce qu'elle est devenue. Si quelqu'un devait le savoir, ce serait Samuel. Il était comme un grand frère pour elle. Ils sont peut-être restés en contact. À propos de Monsieur Hayes, Samuel? Nous nous inquiétons aussi pour lui. En face de Didi, Phil entra dans son jeu et confirma d'un signe de tête. Il n'avait toujours pas réussi à localiser Samuel. Pourquoi ne pas recruter Madame Davis pour la cause? Après un temps, Didi reprit. « Est-ce que vous auriez son numéro de téléphone portable ou un autre moyen plus efficace de le joindre? »« Oh, oui, un instant. » Madame Davis disparut dans la cuisine. Didi s'efforça de ne pas penser à cette pièce, au monceau de vaisselle sale, à la nourriture avariée, aux poils de chat sur les plans de travail. Quelques instants plus tard, la vieille dame revint avec un bout de papier. « Je peux l'appeler si vous voulez, » proposa Madame Davis, rayonnante. « Ce serait formidable. » Madame Davis composa le numéro. Rien de tel que d'appeler un suspect à partir d'un téléphone connu. Madame Davis leur rendait à chaque instant la tâche plus facile. Le silence se prolongeait, et Didi commençait à s'inquiéter, lorsque Madame Davis s'exclama. « Samuel !» Un sourire chaleureux s'épanouit sur ses lèvres. Les années avaient passé, mais il était facile de voir qu'elle le considérait toujours comme son fils. Didi se sentit presque coupable. « Alors tu es au courant ?» dit Madame Davis. « Shanna Day s'est évadée. J'ai 2 enquêteurs chez moi en ce moment même. Ils s'inquiètent pour moi, Sam, et pour toi aussi. » Un silence. Samuel répondait. Une réponse qui fit sourciller Madame Davis. « Eh bien, je ne sais pas. Oui. Non, écoute, dis-leur toi-même. Ils voudront te parler directement de toute façon. » Sans autre incitation, Madame Davis mit le téléphone dans la main de Didi, qui le porta à son oreille. « Samuel Hayes, commandant Didi Warren, police de Boston. Nous travaillons avec la cellule de recherche pour retrouver Shanna Day. » Phil hocha la tête pour l'encourager dans cette voie, mettre l'accent sur Shanna Day. Il ne nourrissait aucun soupçon à l'égard de Samuel. Non, il n'était pas le principal suspect dans le meurtre de 3 femmes, pas plus qu'il n'était soupçonné en raison de ses possibles liens avec leur autre suspect, Anna Rose Simmons. Non, il ne mourait pas d'envie de l'interroger.
Dans ce type de situation, continua vivement Didi, la procédure prévoit que nous allions voir l'entourage du fugitif. Dans le cas présent, cela vous concerne. Je vais être franche, monsieur Ace. Étant donné le passé de Shanna, nous n'imaginons pas réellement que vous ayez participé à son évasion, mais nous avons des raisons de craindre pour votre sécurité. Pardon? S'étonna Samuel Ace. Le mieux serait de nous rencontrer en personne, continua Didi tout miel. Nous pouvons être chez vous dans les plus brefs délais. Quelle est votre adresse? Ma sécurité, mais... Elle l'avait emmené là où elle voulait. Il n'était pas sur la défensive, dans la perspective d'une visite de la police, mais abasourdi. Votre adresse, relança-t-elle. Il la fournit, sur un ton toujours hésitant. Nous serons là dès que nous aurons fini de sécuriser le domicile de Madame Davis. Ah oui, j'oubliais, à votre place, je ne sortirai pas. Gardez toutes les issues fermées, faites-nous confiance, ça vaut mieux. Didi raccrocha et rendit le téléphone à Madame Davis, qui semblait dûment impressionnée. « Vous avez réellement peur à ce point-là » demanda-t-elle dans un souffle. « 2 précautions valent mieux qu'une » lui assura Didi. « C'est valable pour vous, Madame Davis, restez à l'intérieur et fermez bien la maison. Au moindre bruit anormal, appelez-nous aussitôt. » Phil sortit une carte de visite. « On enverra immédiatement une voiture de patrouille, d'accord ?»« D'accord. » Mais Madame Davis n'avait plus l'air apeurée. Elle avait retrouvé ses airs belliqueux. « Vous auriez envie de la revoir ?» demanda Didi avec curiosité. « Il y a des choses que j'aimerais lui dire. »« Par exemple ?»« Que je suis désolée. »« Désolée ?»« Désolée, oui, » répéta Madame Davis sur le même ton. « Nous étions les parents. C'était à nous de faire le nécessaire pour elle. Et quand nous avons compris que ça nous dépassait, nous aurions dû la placer dans un foyer ou un établissement où on pourrait l'aider. Mais non, nous sommes restés les bras croisés en attendant un miracle. Pour ça, je suis désolée. Madame Davis, vous n'êtes pas responsable de ce qu'a fait Shanna? Ça aussi, je le sais. Cette fille a le diable au corps, et il faut faire la part du diable. N'empêche que c'était quand même elle, l'enfant, et nous, les adultes. Ça compte, vous ne croyez pas, commandant? En tout cas, ça compte à mes yeux. Didi secoua la tête, toujours pas convaincue. Il y a des enfants qui n'en sont plus. Et elle avait rencontré suffisamment de jeunes délinquants pour savoir que même les adultes les mieux intentionnés, même les psychiatres, même les conseillers judiciaires dévoués à leur travail, ne pouvaient plus rien pour certains. Madame Davis leur assura qu'elle prendrait toutes les précautions nécessaires. Puis, Phil et Didi firent lentement le tour du pâté de maison, en voiture, en ouvrant l'œil, au cas où quelque chose leur aurait échappé. Shanna visiblement en train d'épier derrière un bosquet, par exemple, ou une piste sanglante conduisant dans le jardin d'un voisin. Comme le quartier semblait paisible, ils poursuivirent leur route. 4 heures de l'après-midi. Le soleil faiblissait déjà, le crépuscule s'annonçait. Ils partaient à la recherche de Samuel Ace. L'adresse les mena à un immeuble d'habitation à Allston, un des quartiers les plus densément peuplés de Boston. Didi suivit Phil dans un escalier très étroit, l'épaule droite collée au mur. Elle s'encourageait à respirer à fond. Puis, lorsque la puanteur du chou bouilli et de l'urine de chat lui agressa les narines, elle précisa, par la bouche. Quand ils arrivèrent au 4e étage, Phil se chargea de frapper à la porte. Il fit signe à Didi de rester en arrière, légèrement sur le côté. Lui-même gardait sa main droite au niveau de la taille, pas loin de son étui de revolver. Il y avait tant de choses qu'ils ignoraient sur Samuel Ace. Phil frappa une 2e fois. La porte s'ouvrit enfin, et ils se retrouvèrent face à un homme en fauteuil roulant.
Je n'ai pas eu le cœur de le dire à Madame Davis, leur expliquait Samuel Hayes 10 minutes plus tard. Il s'était installé dans son 2 pièces, Hayes dans son fauteuil roulant, Phil et Didi dans l'unique canapé de ce modeste logement. Je suis tombé d'une échelle, il y a un mois, en travaillant sur un toit. Ma colonne vertébrale en a pris un coup. Les premiers jours, comme j'avais toujours du mal à bouger les jambes, les médecins me disaient que c'était l'inflammation. Il me fallait juste un peu de temps pour me rétablir. Mais au bout de 4 semaines de séances de kiné et d'exercices à la maison, voilà où j'en suis. Il n'y a pas d'ascenseur dans cet immeuble, remarqua Didi. Comment faites-vous? Je sors de mon fauteuil et je descends les 4 étages à plat ventre. Le type qui conduit la navette pour le centre de rééducation m'aide à monter dedans. Au centre, ils ont un fauteuil roulant qui m'attend et dont je peux me servir quand je suis là-bas. Et quand je reviens, je remonte, encore à la force des bras. Mes jambes ne valent toujours pas grand-chose, mais je suis en train de me faire ces biceps d'acier dont j'avais rêvé toute ma vie. Hayes fléchit le bras droit et montra le beau volume de ses muscles. Didi n'arrivait pas à s'y faire. Leur principal suspect était cloué dans un fauteuil roulant. Du moins, il le prétendait. Et si c'était une feinte? Cela dit, monter et descendre 4 étages en rampant à la vue des voisins, ça aurait été pousser un peu loin le sens du stratagème. Était-ce pour cette raison que le tueur à la rose surprenait ses victimes dans leur sommeil? Après tout, Hayes avait pu se hisser sur leur lit, commettre son crime, se laisser glisser du lit. Et merde, elle ne savait plus quoi inventer. Samuel Hayes n'était pas leur homme. Mais alors, qui était-il? Parlez-nous d'Anna Rose Simmons. Hayes cligna des yeux, surpris. La petite fille qui vivait chez Madame Davis? Mince, ça fait des années que je n'avais pas pensé à elle. Vous êtes restés en contact? Non. Parlez-nous quand même d'elle, insista Didi. Hayes parut avoir besoin de fouiller dans ses souvenirs. Une jolie petite fille, finit-il par répondre, au point que les gens se retournaient pour la regarder. Ça m'ennuyait pour elle. C'est déjà assez difficile comme ça d'être une enfant placée, si en plus on est jolie. Il secoua la tête. Ce n'est pas bon. Mais elle était solide. Il fallait l'être pour survivre au système. Vous étiez amis, on dirait. Nous avions noué une relation. Je me souviens du soir de son arrivée. Elle est entrée dans ma chambre pour m'avertir que si jamais j'essayais de la toucher aux endroits qu'il ne fallait pas, elle crierait. Et puis elle est ressortie en m'estimant prévenue. Elle avait des raisons de penser ça de vous? Demanda Phil. Absolument pas. Je n'ai pas pour habitude d'attenter à la pudeur des petites filles. Mais surtout, ça m'a fait de la peine. Elle avait bien dû subir des attouchements pour se sentir obligée de dire un truc pareil. Vous étiez amis? Hayes haussa les épaules. Je l'aimais bien. C'était une chouette gamine. J'essayais de veiller sur elle. Ce n'était pas facile d'être une petite noire dans un quartier irlandais comme ça aussi. Qui s'en prenait à elle? Tout le monde. N'importe qui. Elle était comme un poisson hors de l'eau, et elle le savait. Mais elle marchait la tête haute. Elle ne se mêlait pas beaucoup aux autres, cela dit. Quand elle rentrait à la maison, elle montait direct dans sa chambre. Elle s'y sentait sans doute plus en sécurité. Que pensait-elle de Shanna? Hayes secoua la tête. Je ne les ai jamais vues ensemble. Vraiment? Les 2 seules filles de la maison. Shanna vivait à 100 à l'heure. Elle ne traînait pas beaucoup. Anna Rose, c'était une bonne petite fille. Paisible, maligne. Je crois qu'il lui a suffi d'un regard sur Shanna pour voir tout ce qu'elle ne ferait jamais pour avoir un jour une vie meilleure. Quand l'avez-vous vue pour la dernière fois? Ben ça, aucune idée. Quand elle est partie, il y a 30 ans. Les services sociaux l'ont retirée à la famille, lui rappela Didi. On l'a renvoyée à sa mère toxicomane quand le crime de Shanna a fait douter de l'autorité de Monsieur et Madame Davis sur les enfants qu'on leur confiait. Hayes montra des signes d'agitation.
Vous n'avez jamais reparlé avec Anna Rose depuis cette époque? Comment aurais-je fait? Je ne sais pas où elle est allée. Les enfants placés ne se promènent pas avec un numéro de téléphone épinglé sur la poitrine, ni une adresse pour faire suivre le courrier. Nous ne sommes tous là qu'à titre temporaire. Nous le savons. Vous pensez qu'elle pourrait commettre des meurtres? Demanda Phil. Pardon? Anna Rose, elle a eu une vie difficile. De son point de vue, Shanna a foutu la merde, et c'est elle qui a payé. On ne pourrait pas lui en vouloir de haïr Shanna. Haïr Shanna? Voyons, c'est absurde. Vraiment? Dit Phil en changeant son fusil d'épaule. Parlez-nous de Shanna. Vous plaisantez? Tout ça remonte à 30 ans. Je me souviens à peine de cette époque. Vous sortiez ensemble? Qui a dit ça? Votre mère d'accueil, pour commencer. Ace rougit, baissa la tête. C'est vrai, je m'en souviens maintenant. Rien de tel qu'un sentiment de culpabilité pour vous rafraîchir la mémoire, lui assura Phil. D'accord. Bon, voilà. C'est Shanna qui m'avait dragué. Elle avait totalement pris l'initiative. Nous avons couché ensemble quelques fois, disons 5 ou 6. Mais ensuite, Madame Davis nous a ordonné de nous calmer. Shanna n'en avait rien à faire, mais moi si. Madame Davis était, et elle est toujours, ce qui se rapprochait le plus d'une mère pour moi. Elle m'a accusé de leur manquer de respect, à elle et à Monsieur Davis. Et ça m'a blessée, vous voyez. Alors je me suis calmée. Mais Shanna s'en fichait. Elle voulait juste du sexe. Et comme je n'étais pas disponible, elle est passée à un autre. « Et quel effet ça vous a fait ?» demanda Didi. Ace prit son temps pour formuler sa réponse. Quand on a 17 ans, découvrir avec quelle facilité on peut être remplacé, ce n'est pas ce qu'il y a de plus agréable. Mais c'était du Shanna tout craché. Elle ne s'intéressait pas à vos sentiments, seulement aux siens. Je n'étais peut-être qu'un gamin, mais je n'étais pas complètement idiot. « Est-ce qu'elle est revenue dans votre chambre ?» demanda Phil. 2 ou 3 fois. J'ai continué à refuser. Elle a fini par comprendre. Très noble de votre part. Ace secoua la tête. Ça n'a rien à voir. Shanna n'a jamais prétendu avoir des sentiments pour moi, et réciproquement. J'étais simplement commode, c'est tout. Vraiment, dit Phil d'une voix lourde d'ironie. Et à quel moment vous a-t-elle offert des objets qui avaient appartenu à son père, Haridé? Ace se figea. Et merde, finit-il par lâcher. Nous avons vu la lettre en vente sur Internet, Sam. Grâce à Haridé et à sa fulgurante ascension à la célébrité depuis 24 heures, on dirait que vous allez toucher le pactole. C'est bien pratique, vous ne trouvez pas? Que l'évasion de Shanna ait remis son père sous les feux de l'actualité alors que vous détenez des souvenirs de ce célèbre tueur en série. D'accord, d'accord, dit Ace au bord du désespoir. Ce n'est pas ce que vous croyez. Et que croyons-nous? Je veux dire, ce n'est pas Shanna qui m'a donné ces objets. Je ne l'ai même jamais entendu parler de son père. Tous les gamins du quartier étaient au courant, bien sûr, et ça jacassait, mais seulement dans son dos. Comment êtes-vous entré en possession de la lettre, Sam? Je l'ai trouvée. Trouvée? Phil avait des doutes. Oui, juste avant ma chute. J'étais sur le chantier. J'avais eu une longue journée. En rentrant chez moi, j'ai découvert une grande enveloppe Kraft devant ma porte. À l'intérieur, il y avait des vieux papiers, la lettre, ce genre de choses. Au début, je n'ai pas compris, mais quand j'ai vu le nom de Haridé, j'ai fait des recherches sur Internet qui m'ont confirmé que les documents lui avaient sans doute appartenu. Et par la même occasion, j'ai découvert des sites où on peut vendre ce genre de conneries. C'est dingue, non? Que les gens aient envie de collectionner tout ce qu'un assassin a pu toucher. Sur le coup, je n'ai rien fait. Mais la semaine dernière... Je ne gagne pas vraiment ma vie en ce moment. Vous voyez? Si on veut me donner de l'argent en échange d'une stupide lettre trouvée sur mon paillasson, pourquoi refuser? Vous l'avez trouvée, insista Phil. Oui,
Montrez-nous l'enveloppe, Sam. Ace fit marche arrière, avec une évidente difficulté. Son petit séjour n'était pas fait pour qu'une personne s'y déplace avec un encombrant fauteuil. Il lui fallut s'y reprendre à plusieurs fois pour le faire pivoter et rouler vers une desserte encombrée d'un fatras d'objets divers. Pendant qu'il farfouillait, Phil et Didi ne quittaient pas ses mains des yeux, à l'affût du premier geste brusque. Parce que, fauteuil roulant ou pas, il y avait quelque chose de pas net chez ce Sam Ace. Il revint, avec des manœuvres tout aussi laborieuses. Et Didi dut réprimer son envie de se précipiter pour remettre elle-même le fauteuil en place. Phil prit un instant pour enfiler une paire de gants en latex. Il commença par examiner l'enveloppe en craft, grand format. Rien d'écrit à l'extérieur, et elle n'avait été ni tamponnée ni scellée. Une enveloppe toute simple, comme neuve. Puis Phil souleva le rabat et sortit une demi-douzaine de feuillets. Extrait d'acte de naissance, lut-il à haute voix pour Didi. Au nom de Hallyday. Elle haussa un sourcil. Une lettre à un client, au sujet d'un chantier de menuiserie, 3 messages à sa femme, et ceci. Le dernier document était un morceau de papier à dessin jaune décoloré, plié en 2 pour former une carte. Sur le volet extérieur, on lisait d'une petite écriture enfantine « Papa ». À l'intérieur, une main d'adulte avait écrit « Bonne fête des pères ». La carte était agrémentée de divers gribouillis au crayon rouge et bleu, et de ce qui était peut-être une constellation d'étoiles. Enfin, d'une grande écriture, avec le S à l'envers, la carte était signée « Shanna ». Une carte de fête des pères, d'une petite fille à son papa, d'un assassin à un autre. « Vous avez la moindre idée de ce que ça peut valoir, un truc pareil ?» s'exclama Didi. « Hier, pas grand-chose, mais aujourd'hui... » Ace ne termina pas sa phrase. Sans doute se rendait-il compte que la valeur accrue de son trésor ne lui rendait pas service. 10 000 $ au bas mot. C'était la première estimation de Didi. En même temps, un objet aussi rare et personnel, pour un passionné, ça pouvait ne pas avoir de prix. « Vous avez trouvé ça !» insista encore Phil. « Je vous jure. Et vous ne vous êtes pas posé de questions. Vous n'avez pas demandé à vos voisins s'ils avaient vu qui l'avait déposé. Vous n'avez pas appelé la police pour signaler que vous veniez de recevoir des documents ayant appartenu à un assassin. Interrogez mes voisins? Je ne les connais même pas. Avant l'accident, je travaillais du matin au soir. Et maintenant, je vis cloîtré, sauf quand je fais mon opération commando dans les escaliers 2 fois par semaine. D'une manière ou d'une autre, je ne serai jamais élu meilleur voisin de l'année. Dans cet immeuble, chacun s'occupe de ce qui le regarde et tout le monde est content. Mais vous avez dû vous demander, évidemment. Je me demande aussi pourquoi je n'ai pas mieux fixé cette connerie d'échelle. Ou pourquoi j'ai jugé important de travailler sur ce toit alors qu'il pleuviotait. Je me pose toutes sortes de questions. Ce n'est pas pour autant que j'obtiens des réponses. Vous comprenez bien dans quelle situation ça vous place. Ça donne l'impression que j'avais un intérêt financier à aider Shanna à s'évader pour que Hallyday fasse de nouveau les gros titres. Sauf que je n'ai pas parlé à Shanna depuis 30 ans et qu'elle me fiche une trouille bleue. Par ailleurs, je vous signale que je ne peux ni conduire ni marcher. Tu parles d'un complice. Il existe des voitures à commande au volant pour les personnes en fauteuil roulant, répliqua Didi. Ace lui décocha un regard. Vous trouvez que c'est l'appartement d'un type qui peut se payer du matériel adapté? Vous savez pourquoi j'ai mis ce fichu message en vente? Parce que j'aurais bien besoin de ce fric. Et la première chose que j'aimerais, c'est emménager dans un immeuble avec ascenseur. Je n'ai pas des rêves démesurés. Je suis juste content de rêver encore. Parlez-nous de Donnie Johnson, demanda Phil. La question prit Ace au dépourvu. Quoi? Donnie Johnson, il y a 30 ans. Qu'avez-vous vu ce soir-là? Rien. Je faisais mes devoirs dans ma chambre.
Je ne suis sortie qu'au moment où il y a eu du barouf. Madame Davis criait à Monsieur Davis qu'il y avait un problème avec Shanna. Vous avez vu Shanna? Non, sa chambre était au 2e. Après nous avoir surpris, Monsieur et Madame Davis m'avaient installé dans une autre chambre, au 1er, plus près d'eux. Je me souviens que je suis sortie dans le couloir et que j'ai vu des traces de sang dans l'escalier. Mais à ce moment-là, la porte d'entrée s'est ouverte d'un coup. Le père de Donnie a débarqué, au pas de charge. Ça m'a terrifiée. Tous ces adultes qui avaient l'air de perdre les pédales. Je me suis réfugiée dans ma chambre, et j'y suis restée. Didi décida de tenter le banco. Ce n'est pas ce que dit Charlize Garzi. D'après lui, vous étiez jaloux de sa relation avec Shanna, et vous vous seriez vengé sur son cousin. Ace ne comprenait pas. Charlize Garzi? Qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans? Nous vous l'avons dit. Nous contactons tous ceux qui ont connu Shanna à l'époque. Et comme Charlie et elle sont aussi sortis ensemble... Oh là! Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ace avait haussé le ton. Hostilité? Jalousie? Didi et Phil échangèrent un regard, et la main de Phil se rapprocha de son étui. Charlize Garzi affirme que Shanna et lui ont eu une relation, expliqua lentement Didi, qu'il qualifie de plan cul. Connerie! Le mot claqua dans la petite pièce. Didi ne répondit rien et se contenta de laisser venir. Ace passa une main dans ses cheveux bruns en pétard, puis il reprit. Attendez, j'ai autre chose à vous montrer. Il n'y en a que pour une seconde. De nouveau, il fit pivoter son fauteuil pour retourner à la table envahie de paperasse. Mais cette fois-ci, il se pencha vers le sol pour attraper une vieille boîte toute cabossée. Comme il ne pouvait pas l'atteindre, Phil se leva et lui posa la boîte sur les genoux. Sous son regard attentif, Ace retira le couvercle. Encore des papiers. Ace les passa en revue et finit par s'exclamer « J'ai !» en brandissant un Polaroid décoloré. Phil reposa la boîte par terre et aida Ace à reprendre sa place. Ce dernier leur tendit immédiatement la photo, comme si elle devait leur parler. Didi y découvrit 4 adolescents. Les couleurs avaient bavé avec le temps, si bien que les visages des garçons étaient légèrement flous. Elle reconnut Ace. Cheveux hirsutes, t-shirt des Celtics, dont le vert foncé avait viré au vert citron. Ses 2 voisins ne lui disaient rien du tout. Et puis, au bout à gauche, un échalas, presque maigre, avec des cheveux noirs coupés courts sur le devant, longs à l'arrière, un t-shirt Metallica et un blouson noir de motard couvert de clous métalliques et de chaînes argentées. Charlize Garzi. Le roi des imposteurs, assura Sam, sous l'un de ses nombreux déguisements. Comment ça? Charlie était un poseur de première. Vous voyez ces 2 garçons, Tommy et Adam, ils étaient fans de heavy metal. Alors, quand Charlie était avec eux, il était fan de heavy metal. Shanna était du genre petite frappe. Alors quand elle était dans les parages, il coinçait un paquet de Marlboro dans sa poche arrière. Mais on pouvait aussi le voir en chemise bien sage, faire un sourire de bon garçon à sa maman, ou avec du vernis à ongles noirs et un long trench coat pour traîner avec les fans des Flock of Seagulls. Il s'adaptait à son public, du moment que ça lui permettait de faire partie de la bande des mecs branchés. Phil haussa les épaules. Crise d'identité, c'est fréquent chez les ados. Mais ce qu'il cherchait à cacher, ce n'étaient pas ses interrogations existentielles. Quoi alors? Charlie ne couchait pas avec Shanna. Charlie est gay. D'après lui, Ace savait infailliblement les repérer. Croyez-moi, on ne survit pas à l'assistance publique sans apprendre à reconnaître les garçons qui aiment les garçons, surtout ceux qui ne le vivent pas bien. Charlie avait peur de la réaction de ses parents? Demanda Didi. Aucune idée. Ses parents étaient plutôt du genre conventionnel, c'est sûr. Une femme au foyer et un pompier. Mais je ne crois pas que le problème venait d'eux. Plutôt de Charlie lui-même. Il voulait être comme tout le monde. Sauf qu'il y avait ce petit détail, vous voyez. Aujourd'hui, on en ferait peut-être plus tout un plat. Mais il y a 30 ans,
Un garçon qui aimait les garçons dans un quartier comme ça aussi pouvait se faire descendre. Alors il luttait contre sa nature. Il consacrait tout son temps à devenir quelqu'un d'autre. D'ailleurs, il était doué, un véritable acteur. Mais moi, je n'étais pas dupe. « Parce que vous possédez le meilleur détecteur à homo du monde ?» railla Didi. « Non, parce que je l'avais surpris avec Donnie. »« Quoi ?» ?»« Les mains dans le pantalon de son cousin. Je l'ai vu comme je vous vois. » Charlie a relevé la tête. Il m'a aperçu et il a fait mine de repousser violemment le petit, comme s'il jouait à la bagarre ou autre. Mais je savais ce que j'avais vu, et il le savait aussi. « Quelle tête faisait Donnie ?» demanda Phil. Il avait l'air contrarié. Je pense qu'il n'était pas ravi des avances de Charlie. Mais l'autre était plus grand, plus fort. Que pouvait-il faire? « Et vous n'avez pas raconté tout ça à la police il y a 30 ans ?» s'offusqua Didi. Personne ne me l'a demandé. Et puis c'est Shanna qui a sorti une oreille sanglante de sa poche. Même sachant que Charlie avait agressé son cousin, je pense que c'est Shanna qui l'a tué. Charlie avait mauvais fond, c'est clair, mais on savait à quoi s'en tenir. Quand il portait son blouson en cuir, c'était Monsieur Gros-Dur. On faisait attention. Mais quand il était en chemise proprette, c'était le petit garçon à sa maman, pas de problème. On aurait dit qu'il avait un interrupteur pour passer d'un rôle à l'autre. Même quand il était violent, c'était pour coller à son personnage. Didi avait l'impression que sa tête allait exploser. « Quand lui avez-vous parlé pour la dernière fois ?»« La vache, ça remonte à une éternité. En fait, j'ai quitté le quartier seulement 6 mois après l'arrestation de Shanna. Je n'ai pas revu Charlie depuis. »« Savez-vous qu'il travaille à un livre sur le meurtre de son cousin ?» intervint Phil. Ace ne savait pas. « Il n'a pas cherché à vous contacter ?» Un sourire en coin, comme s'il allait me poser des questions sur Donnie. Didi hocha la tête. Cette réponse semblait accréditer la version de Ace. Il était suspect, en tout cas assez remarquable, que Charlie ait contacté ou interrogé tout le monde sur le soir du meurtre, sauf le frère d'accueil de Shanna. Si Charlie ne couchait pas avec Shanna, quelle relation entretenait-il? Je ne sais pas. Amis le matin, ennemis le soir. Il leur arrivait de traîner ensemble. Dans un quartier aussi petit, on ne peut pas faire le difficile sur ses fréquentations. Mais Shanna le considérait comme un gros frimeur. Elle a plusieurs fois menacé de lui déchiqueter son stupide imperméable quand il la faisait chier. Charlie avait tendance à l'éviter. En même temps, je le surprenais parfois à la regarder de loin. Elle le fascinait, mais à bonne distance, vous voyez. Vous croyez qu'il aurait pu l'aider à s'évader? Charlie, Shanna, ils sont restés en contact? Didi faillit répondre que non, mais ce n'était pas vrai. Charlie avait écrit à Shanna, plusieurs fois ces 3 derniers mois. Elle n'avait jamais répondu. C'était bien le nœud du problème, non? Lui écrivait, mais elle refusait de répondre à ses lettres. Ou alors c'était un code. L'absence de réponse était en elle-même une réponse. Parce que la vérité, c'était qu'il y avait eu un changement majeur dans la vie de Shanna ces derniers temps. Le retour de Charlie Sgarzi, alias le roi des imposteurs, qui prétendait écrire un livre. Quelle chance y avait-il pour qu'il n'y ait aucun lien entre la réapparition de Charlie et la disparition de Shanna? Vous croyez que Charlie aurait pu l'aider? Insista Didi. Ace fit la grimace. La Shanna que j'ai connue, c'était une tarée, et pas le style gentiment fofolle. Quoi que j'ai pu penser de Charlie, il n'a jamais été idiot. Il était sacrément intelligent, au contraire. Alors qu'il choisisse de s'associer à elle, non, je ne l'imagine pas. Cela dit, les gens changent. Vous avez changé, vous? Ace lui lança un regard de reproche, montra le fauteuil. Je voulais savoir si vous aviez appris des choses depuis le soir du meurtre. Qu'il ne faut pas laisser sa sœur jouer avec les couteaux de cuisine. Vous manquez à Madame Davis. Ace s'agita, et ses remords le firent de nouveau rougir. On a fini? Nous allons emporter votre pochette surprise. Zut! Mais peut-être qu'un jour, si on arrive à confirmer votre histoire, on pourra vous rendre les documents. Non. Ace sembla le premier surpris de son revirement.
Je n'en veux pas. L'argent, c'est une chose, mais ces papiers... Haridé a semé le malheur, vous savez. Il a brisé des vies, détruit des familles. Et Shanna aussi. Monsieur et Madame Davis étaient vraiment des gens bien. Et après le drame... Vous avez raison. Je devrais appeler Madame Davis plus souvent. C'est juste que je ne veux pas la déranger, alors qu'elle ne demande que ça, évidemment. J'imagine que je n'ai pas changé. Je suis toujours le même petit con qu'il y a 30 ans. Didi n'avait rien à ajouter à ce constat. Phil et elle remercièrent Hayes du temps qu'il leur avait consacré. Phil ramassa l'enveloppe en papier craft et les documents qu'elle contenait. Ils servirent à Hayes le même laïus qu'à Madame Davis sur la nécessité de se faire discret, et prirent congé. « Charlie Sgarzi », dit Phil en secouant la tête alors qu'il redescendait les escaliers au pas de course. « Ça m'échappe. D'abord, il nous dit qu'il reproche à Shanna d'avoir détruit sa famille, alors qu'en fait, lui-même agressait son cousin. Ensuite, il organise une veillée devant la prison et fait mine d'accuser Shanna d'être responsable de la mort de sa mère. Mais le lendemain, il revient l'aider à se faire la malle. Dans quel but? Créer un rebondissement dans son thriller? Je ne comprends pas plus que toi la relation qui unit Charlie à Shanna, le rassura Didi. Mais pour ce qui est d'être le suspect numéro 1 dans l'affaire du tueur à la rose, oublie la petite Anna Rose Simmons, disparue des radars depuis belle lurette, ou Samuel Hayes, cloué dans son fauteuil roulant. Charlie Sgarzi me paraît le candidat idéal. Tu te rends compte que ça voudrait dire qu'il a tué sa propre mère? Le fiston qui dormait toutes les nuits sur son canapé, qui lui apportait sa soupe préférée, qui était aux petits soins pour elle. C'est ça, notre principal suspect? Ils étaient arrivés au pied des escaliers, un peu essoufflés. C'est à cause de ce maudit livre, dit Didi. Tout a commencé quand il a décidé d'écrire un thriller, qui se classerait directement dans le top des meilleures ventes pour venir en aide à sa mère. Sauf que... Elle toucha précautionneusement son épaule gauche. Elle venait d'avoir une nouvelle idée. Putain de merde, Phil. C'est nous, le bouquin de Charlie. Il n'écrit pas sur son cousin, ça c'est de l'histoire ancienne. Et que nous ont appris les sites de vente en ligne sur les criminels du passé? Qu'ils ne rapportent pas autant que les assassins qui font la une des journaux dans tout le pays. C'est pour cette raison que Charlie a créé le pire prédateur de Nouvelle-Angleterre depuis Haridé, le tueur à la rose. Efficacité garantie pour terrifier les populations, attirer l'attention des grands médias et d'ici peu, lui permettre de décrocher une avance à 7 chiffres pour un récit sur les coulisses de l'affaire qui a vu le meurtre de sa mère. Charlie n'écrit plus sur Denis et son ancien quartier. Il écrit sur nous.